Bienvenue et merci d'être là en direct sur LN24 pour une nouvelle semaine au cœur de la Belgique, une nouvelle semaine 100% belge. Nous serons aux quatre coins du pays avec d'abord une grande affaire qui nous emmène ce soir du côté de Mons où le bourgmestre Nicolas Martin envisage de fermer la prison. 400 détenus qui risquent de se retrouver sans rien. Oui, mais c'est quoi la solution après ça? On en parle dans un instant. Retour du côté du Japon, ou plus exactement du côté de la Belgique désormais, avec le coach de Nafissatou Thiam, Michael van der Platsen, qui a honte d'être belge. Oui, mais c'est quoi la suite de ce dossier maintenant? On fera le point avec toutes les infos ce soir. À propos de points et d'infos, nous serons en direct de Zaventem, touchés par une cyberattaque tout au long du week-end, des tas de vols annulés. Qu'en est-il ce soir? A-t-on davantage de réponses? On sera sur place avec Alexandre Gérard. Enfin, c'est le retour d'un magicien, d'un illusionniste, d'un mentaliste. Carlos Vaquera a toutes les casquettes et tous les talents. Il remonte sur scène et avant ça, est de passage dans ce studio. Bienvenue dans 100% Belge avec ce soir Stéphane Pauwels, Carole Teruzzi qui lui fait compagnie pour la première fois, avec de l'autre côté de la table Antonin Marsac et puis Katharina Le Thor. L'équipe est au complet. On peut commencer pour l'épisode numéro 16. C'est pourri, gamin! Je viens de me faire cajaquin. Quelle clette se paye. Je vends des cornichons. Je l'ai dit, bordel! Je l'ai dit! Enlève la chaise à papy tout de suite! Allons enfants de la patrie. On me dit que je vous ai rebaptisé Carole Teruzzi. Ah, bah pourquoi Vous pas? avez C'est changé parce de que prénom? vous roulez un peu les airs, vous faites un peu l'italien. Un peu à l'italienne. Voilà. Je vous présente Stéphane Pauwels. Vous connaissez Stéphane? Oui, bonjour, Bonsoir, enchanté. Stéphane. Enchanté, vous allez Katharina, vous Très bien, connaissez merci. Stéphane? Enchanté, Stéphane, jamais Je vu. crois savoir que vous allez faire un Jamais vu. podcast ensemble bientôt. On se connaît depuis bien avant vous. Oh là là, je veux pas tout savoir. Antonin Marsac, vous connaissez? Inconnu au bataillon, lui il est de Moucron et moi de Comines. Il vient d'une Ah là 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 là. il vient d'une très très belle région. Ah tiens, je peux me permettre un petit... Oui, oui, Ah, déjà, un concours déjà de qu'on mise a à peine déjà. commencé. Sophie Stéphane. de Volder, c'est une petite Moucronoise, elle vient d'être première... Direct. Enfin, seconde Ouais. hein, à l'élection de Bisseno. On est très fiers. On fait les anniversaires, on fait les éphémérides, on fait les bar mitzvahs. Si vous avez quelque chose à souhaiter, Infoservice, n'hésitez pas à je n'importe peux quel encore- moment. Vous avez encore un anniversaire? Allez-y. Non, non, mais j'ai autre chose. Mais j'ai un ami qui est Jean-François, et c'est moins drôle, qui est en pleine chimio, qui est en train de nous regarder et qui se bagarre. Et on Je l'encourage. veux dire que je l'aime très fort. Et s'il nous regarde ce soir, on lui envoie toute l'affection au nom de toute la chaîne et au nom de Stéphane. Vous l'avez compris. À propos d'affection et de champion, il y a évidemment ces images de Remco Evenepoel qui ont fait le tour du monde. Remco qui a pris sa revanche sur des routes qui ont étonné plus d'un Belge. On était du côté du Rwanda et regardez, même les routes pavées étaient incroyablement ciselées. Ce qui a fait dire à Maxime Jacques, ce matin dans la DH, il y a beaucoup moins de nids de poules qu'en Wallonie. C'est pas de la blague, hein, et c'est vérifié. Et plusieurs Belges présents sur place ont fait le même constat. Vous savez que chez nous, on a notamment Luigi, hein, qui fait de la pêche au canard dans les nids de poules. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images assez incroyables. C'est un sport national. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, Katharina, le fait d'avoir des routes Vous comme savez ça ce au que ça Rwanda qui sont m'inspire? plus... Non. Moi, ça m'inspire toujours le râleur belge, quoi. Même quand il regarde la plus belle course, je veux dire, Remco a réalisé mais un perfect, comme on dit chez nous. Et qu'est-ce qu'on regarde les nids de poules du Rwanda qui sont mariés chez nous? Bon, franchement, c'est aller C'est le charme de la chercher, Belgique. Hein. On ne peut pas Ah non, s'empêcher. mais allez, s'il vous plaît, quoi, sourire. On n'a pas pu s'empêcher de comparer nos petites routes wallonnes aux routes du Rwanda, qu'on retrouvera évidemment le week-end prochain avec, on l'espère, une deuxième victoire et un deuxième titre de champion du monde pour Remco. En attendant, les Belges, ils font aussi l'actu chez nous, et voici les visages à la une ce soir. Avec trois visages dont on voulait absolument vous parler, celui de Sven, l'autre visage des fêtes de Wallonie. Il y a eu le côté festif, il y aura le côté tragique dont on vous parlera dans quelques instants. Michael van der Platsen, le coach de Nafissatou Thiam qui a honte d'être belge. Et puis Isabelle, dont on a beaucoup parlé depuis vendredi. Elle a été victime lors de son déplacement à Liège pour l'hommage à Jean Gaulle d'une croix gammée sur le dos de sa veste et elle ne compte pas en rester là. Mais d'abord, le premier visage, celui de Sven. On croyait avoir tout vu ce week-end. On a fait la fête, on a dansé, on a chanté dans les rues de Namur, et pas seulement les rues de Namur, avec évidemment le fameux concours des échassiers. On a même eu droit au feu d'artifice avec une petite polémique. Il paraît qu'il était tiré juste devant les politiques, mais pas devant tous les spectateurs. Bref, laissons ça de côté. Et puis, à côté de la fête, il y a cette nouvelle tragique. On a appris la disparition de Sven, qui a chuté du haut de la citadelle. Alors, quelques éclaircissements de la part du parquet de Namur. Ils sont très simples ce soir. La victime a vraisemblablement fait une chute
de 20 mètres. Son véhicule accidenté a été retrouvé en haut de la citadelle. Un médecin légiste, le laboratoire, le procureur du roi se sont rendus sur place. On n'en sait pas plus à l'heure actuelle, Carole, et on va rester très prudent. Mais est-ce que par rapport à un lieu pareil, comme la citadelle, il y a des mesures de sécurité qui sont encore possibles ou pas ? Bien, écoutez, aujourd'hui, Thibaut, vous m'avez donné du fil à retordre parce que savez-vous quel jour nous sommes à Namur ? Ah, c'est encore un jour férié ou quasi férié ? Voilà, c'est ça. C'est le lundi. C'est le lundi des Namurois. Et du coup, j'ai contacté la commune tant bien que mal. Je suis malheureusement tombée sur des lignes qui sonnaient occupées à longueur et à longueur de journée. Et donc, j'ai quand même voulu trouver une réponse par rapport à cette sécurité. J'ai donc contacté la police namuroise. J'ai eu la chance de pouvoir joindre le service de communication qui m'a répondu. D'abord, la première chose, il faut savoir que le contexte de l'accident n'a rien à voir avec les fêtes de Wallonie. C'est la première chose que l'on m'a expliquée. Et en ce qui concerne bien la sécurité, me voilà de nouveau sans réponse puisqu'on n'a pas pu me répondre, puisqu'il s'agit en fait tout simplement d'une réponse de la ville. Et malheureusement, aujourd'hui, eh bien, la ville, elle était à l'arrêt ou quasiment à l'arrêt aujourd'hui. Lendemain de veille plus. Oui, contraste évidemment entre cette fête du côté de Oui. Namur et cet événement tragique. On pense évidemment très fort à sa famille et aussi à son club de tennis. On est du côté de Gosselies. C'est le Calypso dont il était président et fier président depuis des années et des années maintenant. Évidemment, inutile de vous dire que toutes nos pensées vont vers eux ce soir. Autre personnalité qu'on voulait mettre en avant, celle de Michael van der Platsen. Michael van der Platsen, c'est évidemment le coach de Nafisa Toutiam qui le dit ce matin dans la presse. J'ai honte d'être belge. Honte d'être belge après l'abandon de Nafi. Elle s'est exprimée, c'était déjà samedi matin, dépitée dans la voix et même dans le regard. J'étais pas heureuse en commençant, donc ouais, c'est difficile de tourner en plein milieu de la compétition. Ça rend un truc positif, mais je sais pas. Je pense que le plus compliqué, c'est même pas les performances, c'est vraiment ce sentiment de pas avoir su être moi-même, la fille d'habitude en compétition. Ça, c'est compliqué, mais bon. Elle a même parlé presque d'un mauvais sort, en tout cas d'un nuage noir qui traînait au-dessus de sa tête depuis des jours et des jours. C'est juste le brouillard dans ma tête. J'avais des pensées négatives sans cesse que j'essayais de bloquer, rejeter, remplacer par du positif. Mais voilà, c'est comme s'il y avait un petit nuage noir qui m'avait suivi toute cette compétition et j'ai pas su m'en débarrasser, donc c'est dur. Je vous préviens déjà, je sais que Steph est remonté. On va l'entendre dans un instant. Mais d'abord, Katharina, comment ne pas revenir sur les propos de son coach qui dit « C'est l'histoire d'un tout petit pays avec une très grande athlète. Si nous devons nous présenter sur la piste en tenue de clown, dites-le nous. » Et puis il dit « Tout le monde se plaint de la fédération, tout va de travers. Mais qui va mettre fin à ça ?» Eh bien, c'est la question qu'on vous pose ce soir. Il va se passer quoi maintenant ? On pense notamment à la ministre des Sports, Jacqueline Galland. Est-ce qu'elle va intervenir ? C'est quoi la suite de ce dossier ? Effectivement, elle va intervenir, c'est-à-dire qu'elle a déjà contacté la fédération qu'elle rencontrera cette semaine. Donc l'idée, c'est essayer de trouver des solutions dites constructives pour pallier la situation qui effectivement est assez désolante. Elle a ouvert la porte également à Nafi Thiam et à son staff en disant « je reste ouverte à la discussion et au dialogue ». Elle a des leviers de pouvoir, mais l'idée, c'est évidemment pas qu'elle arrive pour enfoncer des portes en disant bah, « c'est moi qui ai les compétences sur ce dossier, alors je vais décider de tout ». Non, elle doit essayer de montrer qu'un dialogue se noue. Alors, ces leviers, c'est évidemment les subsides. Il faut savoir qu'en 2025, c'est une enveloppe de 12 millions qui est allouée aux 41 fédérations, pas juste pas que l'athlétisme, à toutes les fédérations. Donc, il y a ce levier qui est assez puissant de dire, bon, bah, si effectivement le conflit persiste, je vous retire les subsides. Je ne pense pas qu'elle le fera et à mon avis Stéphane n'ira pas contre mon avis. Elle peut entamer une médiation, c'est d'ailleurs ce qu'elle fait actuellement et ça me semble être quand même la voie la plus diplomatique pour essayer de ne se mettre personne à dos et de rester la politique qu'elle reste malgré tout, à savoir, bon ben voilà, il faut... Oui, en sachant qu'il y a le côté francophone et qu'elle peut agir sur le côté francophone et pas sur le côté flamand. Elle a dit, Katharina a dit, Stéphane, je pense qu'il va être d'accord avec moi. C'est le moment de le vérifier. Non, mais... Sur le fond, je veux bien l'entendre, mais elle a dit quelque chose, on va essayer... En fait, c'est toujours la même chose avec les politiciens, et je comprends, et j'attaque pas du tout Mme Galland, on va essayer de trouver des compromis. Mais là, on va refaire la genèse. La fédération francophone et flamande, parce qu'il y a le côté flamand, ça s'appelle le Val. Hein, et donc là, il y a un monsieur qui s'appelle Rutger Smith, personne ne le connaît, et la vice-présidente, enfin co-présidente, on dit ça comme ça, la partie francophone, qui s'appelle Jessica Maillon. Nous sommes bien d'accord. Voilà le contexte. Donc c'est une fédération, mais en fait avec un versant pôle flamand et un pôle francophone. Bon, le 6 août, un mois avant la compétition, on envoie un courrier aux athlètes. Pas qu'à Nafissatou, en disant voilà ce qui se passe maintenant, vos partenaires, vos sponsors, en l'occurrence pour Nafissatou, il y avait Asics, donc les habits, Allianz, Nike et AXA.
Et là, une athlète, elle a une carrière jusqu'à 31, 32 ans. Et donc, à ce moment-là, pour gagner sa vie, il faut optimiser sur cette période-là. Et là, la fédération dit non, c'est pas possible. Donc, elle a 1 mois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils auraient pu anticiper et faire ça au mois de février, de mars, et avoir peut-être une conciliation ensemble, sans devoir passer par la ministre. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je hurle parce qu'il y a eu ça avec le basket. Il y a eu ça avec d'autres fédérations en Belgique où c'est un bordel sans nom. Il y a des problèmes linguistiques. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre des compétences. Et Madame Galland, avec beaucoup de respect pour Jean-Claude Galland, en plus, je peux le dire, c'est quelqu'un que je connais personnellement, donc je ne suis pas là pour lui dire ce qu'elle doit faire. Mais une conciliation, vous savez très bien comment ça va se passer. On va essayer de se mettre tous autour d'une table. On va raconter que la moitié de l'histoire. Pour finir, on va noyer le poisson. Puis on va repartir dans les couillonnades pour une prochaine compétition derrière. Moi, elle a le pouvoir. Elle n'a pas intérêt non plus à perdre Nafitiam. Donc quel serait l'intérêt de vous lui demandez de Je lui demande de couper les têtes. Prendre le parti systématique je de lui la demande de fédération, couper les elle n'a pas têtes. d'intérêt là-dedans, non? Il y a eu une élection pour ce poste du côté francophone. On a donné ce poste à cette dame. On a écarté un mec comme M. Borlée. Je ne sais pas. Non, mais donc, à un moment, on a quand même un type qui a quand même 33 médailles et qui a... Alors, il y a certainement son caractère. Mais vous savez, ça, c'est le principe de la Belgique. On veut surtout pas de vagues. On veut pas des forts caractères. Borlée, il n'est pas facile. Il n'est pas facile à gérer, Jacques. Mais il sait ce que c'est. Comment optimiser pour faire des résultats. Elle doit couper des têtes. Je résume. Vous demandez un changement de casting et pas de conciliation en disant ne perdons pas de temps, prenons des mesures très fermes. C'est votre avis ce soir. Thibaut, elle peut écouter. Non, Thibaut, elle peut écouter. On a demandé, à propos d'écouter, écoutons les Belges, parce qu'on leur a posé la question aujourd'hui. Est-ce qu'après l'affaire Nafitiam, vous aussi, vous avez un petit peu honte d'être belge? Si c'est vraiment lié à des problèmes communautaires, c'est tout simplement lamentable. Ça n'est pas la première fois que ça arrive. C'est déjà arrivé en judo, c'est déjà arrivé pour d'autres disciplines. Donc voilà, ça se reproduit. Parce que je trouve que c'est scandaleux, le fait qu'elle était déjà une hyper championne et qu'elle n'ait pas pu amener son entraîneur avec elle. Mais c'est un peu dommage qu'elle ait abandonné parce qu'on s'attendait à ce qu'elle nous fasse de bons résultats comme elle a l'habitude de le faire en fait. Mais moi je me dis que pour éviter des conflits pareils, il faudrait une possibilité de rupture de contrat personnel pour pouvoir adopter les vêtements dévolus à l'équipe nationale le temps de la compétition. Voilà, on a trouvé notre nouveau président de la fédération. Voilà une solution à l'amiable. Un dernier mot et puis on avance. Un dernier mot pour vous montrer l'amateurisme. Pour faire des résultats comme elle fait, il faut optimiser au maximum, notamment avoir des bons soins. Son kiné n'a pas pu aller dans le centre d'entraînement de la fédération belge. C'est le cas pour tous les athlètes parce qu'il fallait des kinés. Qu'est-ce que c'est que ces conneries sur le trottoir. Mais on dirait un club Ducasse de mon village, quoi. Même je suis certain qu'ils font même. Je rappelle que vous allez faire un podcast ensemble bientôt et que vous aurez l'occasion de parler de ça pendant 1 heure. Mais en attendant, troisième visage au cœur de l'actualité, ce visage, c'est celui d'Isabelle. Isabelle, qui a préféré d'ailleurs préserver une partie de son anonymat, qui a gardé son prénom mais dont on a flouté le visage. Elle était là, du côté de Liège, au moment de la commémoration et de l'anniversaire du centre Jean Gol. On fêtait le 20e anniversaire de ce centre. Il y a eu des tas de violences, y compris à l'égard de membres du MR, et parfois ça a été chaud, très chaud. Elle a eu sa veste taguée d'une croix gammée, c'est dire à quel point le geste est odieux. Et voilà ses précisions à Isabelle. Mon papa travaillait dans le cabinet d'avocat de Jean Gol. Nous étions là simplement pour lui rendre hommage. En gros, elle n'a rien à voir avec la politique, elle. J'ai appris que d'autres personnes déposaient plainte également, mais on m'a expliqué que la police avait reçu l'ordre de ne pas intervenir. C'est difficile à entendre. Antonin, vous qui suivez évidemment de près l'actualité politique autour de cette table, on en est où dans l'enquête? Et qu'est-ce qui va arriver par rapport à l'agresseur d'Isabelle? Il faudra déjà le retrouver, l'agresseur. Et comme vous dites, la police n'avait pas reçu l'ordre d'intervenir. C'est ça aussi qui enflamme un peu les passions à Liège, parce qu'on se demande pourquoi elle ne peut pas intervenir à ce moment précis. Donc la porte-parole de la police de Liège a précisé ça, et a précisé qu'il y aura une analyse des images de vidéosurveillance et des images rapportées par d'autres personnes. Et là, à ce moment-là, ça peut prendre du temps. Je ne sais pas si vous avez déjà été flashé. Parfois, les images prennent un mois ou 2. Donc, on verra ce qui va se passer. Mais pour l'instant, on en est là. Alors, il y a plusieurs lois, en tout cas, qui encadrent ce problème, dont la loi Moureau de 1981, qui prévoit des amendes, même potentiellement des prisons pour des actes xénophobes et racistes en cas de plainte. Ici, on sera plutôt sur un remboursement de la veste, j'imagine, plus une indemnité pour dommage moral. UNIA propose sur son site
ensuite une indemnité entre 650 C'est et une belle 1300 euros. Ah ouais, j'espère que c'était une Vuitton. là, J'espère pour que le c'était coup. une Vuitton. Non mais Voilà. Antonin, allez, Oui. vraiment avec le bon sens, ça va accoucher d'une souris. ce truc. Bah, c'est rien du tout. Moi, je pense qu'il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien du surtout tout, que on est d'accord. Voilà, ça fait parler du Classement prix. vertical, Le on va aller problème- acheter une veste chez Zara, on en parle. Oui, le plus. problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échauffourées pour ce moment, et c'est ça qui fait. Ça, fait c'est peur nul, pour cette ça, c'est personne. nul. Ça, c'est Alors, nul, comme vous évidemment. l'avez remarqué, l'actualité est un petit peu anxiogène ce soir. À chaque fois qu'on aura une nouvelle négative, on enverra un petit bout de Patrick Sébastien, si vous le voulez bien, pour bonne détendre idée. un peu l'atmosphère. Un petit bonhomme en mousse pour faire oublier tout ça. Et j'ai l'impression qu'on aura quelques petits bonhommes en mousse ce soir. En attendant, on continue à faire le tour de l'actu et le tour du pays. Avec 3 destinations ce soir, on s'arrêtera dans quelques instants du côté de Liège, où le tram fait encore et toujours l'actualité, la Louvière, où les femmes sont mises à l'honneur, et puis Mons, où la gare fait une nouvelle fois parler d'elle. Mais avant ça, premier arrêt ce soir du côté de Zaventem. Vous le savez, tout le week-end, on a parlé de cette fameuse cyberattaque qui a empêché des dizaines de vols. Alexandre Gérard, vous êtes une nouvelle fois à nos yeux et nos oreilles sur place. Est-ce qu'aujourd'hui, la journée s'est déroulée tranquillement et normalement avec une activité à 100%? Eh bien non, mais ça s'améliore, ça va de mieux en mieux ici. D'ailleurs, l'atmosphère, elle est calme, elle est bonne, les gens sont de bonne humeur. Finalement, c'est les départs en vacances, donc pas de quoi s'inquiéter. Il y a eu aujourd'hui 63 annulations de vols, des vols retardés aussi. Et demain, ça ira mieux avec 90% des vols qui seront bien confirmés, 90% des 255 vols qui démarrent d'ici. Alors la plupart des enregistrements aujourd'hui se faisaient encore avec un stylo et du papier, mais demain la plupart des enregistrements se fera via des systèmes alternatifs. On en a parlé avec Ariane Goossen, c'est la porte-parole de Brussels Airport, qui vous donne aussi quelques conseils si vous devez démarrer demain de cet aéroport de Brussels Airport. Alors les conseils qu'on souhaite donner à nos passagers qui partent de Brussels Airport, ça reste le même pour demain, mardi. C'est vraiment de regarder le statut de son vol avant de venir à l'aéroport et d'arriver bien à temps, pas forcément plus tôt, mais bien à temps. Donc ça signifie 2 heures pour les vols Schengen et 3 heures pour les vols non-Schengen. Est-ce qu'on peut s'attendre à de longues files encore demain pour les passagers qui doivent prendre leur départ ici ? Alors demain, il y a toute une série de systèmes alternatifs d'enregistrement semi-automatisés qui seront mis en place. C'est la raison pour laquelle on s'attend qu'il y ait peu d'impact pour la journée de demain. On parle en moyenne de 10% d'annulations qui sont prévues pour les vols au départ de Brussels Airport. Et c'est là, Alex, qu'on doit vous poser la question à 1 million d'euros. On a beaucoup parlé de la piste des Russes depuis tout le week-end. On s'est dit c'est Vladimir Poutine qui est derrière ça. Est-ce que ce soir, vous, après des heures d'enquête, Alexandre Gérard, vous avez des preuves ? Eh bien malheureusement, je ne vais pas devenir millionnaire ce soir car comme souvent dans ces cas-là, eh bien, il n'y a pas d'informations sur l'origine de la cyberattaque. Ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas directement l'aéroport qui est impacté, c'est un de ses sous-traitants, c'est Collins Aerospace qui s'occupe principalement de l'enregistrement. Et d'ailleurs, la Commission européenne l'a confirmé aujourd'hui, il n'y a pas eu de mise en danger de la sécurité ou du trafic aérien pendant cette cyberattaque. Alors vous l'avez dit, il y a plusieurs hypothèses, notamment celle de la Russie, mais aussi une autre hypothèse, c'est celle de hackers qui feraient ça pour l'argent, car on sait qu'il y a beaucoup de données, que ces données, on peut les revendre très cher sur le dark web, mais ce ne sont que des hypothèses. Comme je vous le disais, l'origine de la cyberattaque, elle n'a pas pu être confirmée aujourd'hui. Merci Alexandre, et vous repasserez évidemment durant le restant de la semaine pour le million. Antonin, vous aviez des précisions encore ? Oui, parce que Alexandre cite Collins Aerospace, donc le sous-traitant qui a été attaqué. Boîte américaine. Qui vient juste de signer un gros contrat avec l'OTAN. Alors espérons que ça aille mieux que la avec sécurité l'OTAN. soit un petit peu meilleure du côté de l'OTAN. Les prochaines semaines et les prochains mois. En parlant de sécurité et de ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins bien, allons ce soir faire un tour du côté de Liège où ce n'est pas fini. Nous allons ce soir reparler une nouvelle fois du feuilleton du tram. Pourquoi ? Parce qu'il fait la une de la Meuse aujourd'hui. 26 accidents en 5 mois.
Et chaque fois, c'est la faute des autres et pas du tram. Regardez ce que dit Daniel Watley, le porte-parole du TEC. Le tram étant prioritaire sur tout, y compris sur les piétons, ce n'est forcément jamais de sa faute à lui. Et puis on a appris par ailleurs, c'est peut-être pas la faute du tram non plus, qu'il pleut à l'intérieur du tram. Il y a une fuite, décidément, le feuilleton continue. C'est bien quand il fait chaud. C'est génial. Antonin, j'ai l'impression que c'est votre émission pour l'instant. C'est quoi le problème avec ce tram? Il a coûté combien en réparation aux Liégeois depuis sa mise en service? Est-ce qu'on a un chiffre? Alors on n'a pas de chiffre sur le coût que ça représentait en réparation. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, on voit tout circuler puisque ça prend un peu d'ampleur toujours, hein, tous les petits soucis qu'on accumule et les accidents. On n'est pas content. On n'est pas content. Il faut savoir que des trams, il y en avait eu à Liège il y a longtemps, au début du XXe siècle, et peut-être qu'ils n'avaient plus l'habitude, les Liégeois, de voir un gros tram arriver. Donc voilà. Pour rappel, donc le tram a été inauguré en avril et inauguré plus précisément avec le roi en mai. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il est à l'image, il conduit très bien. C'est le roi qui conduit, là. On devrait laisser conduire. À mon avis, on n'aurait pas d'accident. C'est Laurent, c'est intéressant pour le ramassage scolaire. Voilà. Elle est pas mal. 2 jours, premier dérapage. C'est parti. Non, mais par contre, Antonin, franchement, bien sûr, il y a des accidents, mais même à Bruxelles. Et c'est un peu l'histoire de la trottinette, quoi. On a l'impression que certains véhicules, ils ont tous les droits. Et effectivement, je pense que ça n'est tous ces arrivés une fois de faillir se choper moi j'ai déjà failli me choper un tram, mais pas à pied, en voiture. Donc il y a un moment peut-être qu'il faudrait leur demander d'être un petit peu plus prudents. Mais c'est la Les Liégeois, ils n'ont plus l'habitude, ils ont plus c'est un nouveau circuit. C'est un nouveau circuit. Faut faire attention effectivement. Mais pour revenir sur quand même au niveau des coûts, combien ça a coûté ce tram? Vous vous souvenez du prix qui avait été annoncé? 430 millions d'euros. Et sur 27 ans, pourquoi 27 ans, je reviendrai plus tard, mais sur 27 ans, il devrait coûter un peu plus d'1 milliard d'euros. Voilà, ça c'était pour quand même vous répondre. Enfin, vous êtes en train de plomber tous les Liégeois, vous dire comment on va faire payer. Ah mais justement, c'est pas les Liégeois qui vont payer, c'est les Wallons. Eh bien pourquoi? Parce que c'est la région qui paye pour le tram. Donc le tram et les infrastructures. Alors pour les petits travaux de voirie, là ce sera peut-être les Liégeois, ou s'il y a des problèmes d'égout en dessous d'un tram, là ce sera aux Liégeois de payer. Mais tous ces travaux sont payés par la région. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une sorte de... Et j'ai une bonne nouvelle, Steph, on va devoir avancer. J'ai une bonne nouvelle, c'est que les problèmes de pluie, c'est pas seulement pour le tram de Liège. Regardez ce qu'on a trouvé à Oui. Le musée communal, lui aussi, prend la tasse et on a été manifesté avec des parapluies. Donc rassurez-vous les Liégeois. Même le mur, il prend l'eau. Ça arrive à tout le monde. J'en profite pour faire une petite précision à nos amis liégeois. On a parlé vendredi dernier d'une mosquée dans le quartier de Bressou. Ça n'a rien à voir avec les images du quartier rural champêtre qu'on vous a montré. Je sais qu'il y a eu beaucoup de réactions interpellées. Excusez-nous pour cette erreur. Ce projet existe bel et bien, mais rien à voir avec les images qu'on vous a montrées à l'antenne, qui étaient des images de potager et autres. C'était votre maison, bien sûr. Ça n'avait rien à voir avec ça. Je le dis parce que ça a créé un peu de remous dans le quartier. Autre destination ce soir, nous allons du côté de La Louvière. La Louvière, où on se pose depuis longtemps cette question-là. Juste pour le plaisir de mettre un petit Patrick Juvet et pour vous dire que bah oui, les femmes sont là du côté de La Louvière. On a organisé ce week-end les premières journées du matrimoine. Alors c'est quoi? On met des femmes à l'honneur, qui, quoi, comment? La ville vous explique pourquoi. Donc voilà, c'est vraiment tous des personnages qui ont marqué la ville de La Louvière et qu'on trouvait super important de pouvoir les montrer au grand public et surtout de faire connaître, de mettre en lumière les femmes qui ont marqué la ville et qui étaient dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui. Carole, c'est quoi ces journées du matrimoine? Est-ce que ça veut dire que les journées du patrimoine, c'est fini ou pas? Double nom positif, Thibaut. Ah. J'ai voulu jouer au professeur Bouchella aujourd'hui. Ah oui, J'espère c'était que pas mal, c'était je pas me mal. disais que C'est une bonne imitation du professeur. Elle le fait bien. Hein. Vous mettez les lunettes, vous êtes le professeur. Vous voulez pas lui Je prêter? dois juste me ranger les cheveux. Attendez, vous voulez que je la refasse? C'est parfait, le professeur Bouchella. Double nom positif. Ah oui, oui. Enlève-les parce que tu vas te péter Oui, les yeux. oui. Alors, parce que, eh bien, il n'y a pas que la ville de La Louvière qui organise les fameuses journées du matrimoine. Il y en a du côté de Liège, de Bruxelles, de Wavre, de Charleroi, pour ne citer que ça. Et c'est vraiment top. Et c'est toute cette semaine, si vous avez envie, jusque dimanche. Et deuxième non positif, parce qu'évidemment, les journées du patrimoine ne vont pas
disparaître, loin de là. On est d'ailleurs très contents. C'est juste une sorte de fusion, que ça travaille ensemble. Et pourquoi c'est important, ces journées du matrimoine? Eh bien parce que c'est un moment pour valoriser l'héritage laissé par les femmes, que ce soit dans la culture, dans l'histoire et dans les arts, effectivement. Mais sans vous, on serait rien. Mais on oublie souvent... La femme est l'avenir de l'homme et l'homme est l'avenir des cons, disait Jacques Brel. Vous êtes en plus, j'allais dire poète, mais c'est Jacques Brel. Mais je vous remercie en tout cas de l'avoir cité. Je ne vais pas lancer Katharina sur le sujet parce que je crois qu'elle serait entièrement d'accord avec les journées du matrimoine. Non mais c'est chouette. J'ai un autre dossier pour vous qui va peut-être vous mettre davantage en désaccord. Nous allons du côté de Mons. Nouveau dossier à Mons. Et devinez quoi? Ça nous ramène une nouvelle fois du côté de la gare. Aïe. La gare qui avait fait l'objet d'un coup de gueule carabiné de Jean-Marc Guéraille. C'était il y a quelques jours sur ce plateau. C'est un sketch permanent. Hein. Depuis qu'on l'a ouvert, bon, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'eau. Hein. Ça, c'est assez récent. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de banc pour s'asseoir. Parce qu'ils ont une gare quand même assez étonnant. C'est ballot. Et ils se sont rendus compte aussi qu'il n'y avait pas de passerelle pour les vélos. Ah. Donc les vélos qui devraient passer de l'autre côté de la gare, ils sont obligés de faire tout à tout. Il n'y avait pas de passerelle pour faire passer les vélos. Donc voilà. J'ai pas l'impression que l'architecte il a été bien payé, mais il a pas fait tout le taf. Vous pensiez que c'était fini le feuilleton de la gare de Mons? Eh ben non. Nouveau rebondissement. On a appris que la passerelle, qui permet aux piétons évidemment de rejoindre les deux côtés de la ville quelque part, fermait la nuit, ce qui oblige les Montois à faire un détour à pied de près de 20 minutes. Katharina, je veux tout comprendre sur ce fameux détour et pourquoi on force les Montois à aller à pied tard le soir. La nuit, bon, ça ferme de 1h à 4h du matin, ce qui représente 3 heures sur 24 heures. Voilà, remettons un petit peu le cadre par ici. C'est le cas de toutes les gares de la SNCB. En fait, on ferme un petit peu avant que on ouvre un petit peu avant que les premiers trains arrivent et on ferme un petit peu après que les derniers trains soient en activité, en circulation. Donc ici, ça nous donne une petite fourchette de 1 à 4 heures. Ça représenterait des coûts énormes d'assurer une sécurité 24 heures sur 24. Je ne suis pas sûre que le contribuable serait ravi qu'on lui dise oh, on va un tout petit peu plus vous taxer, comme ça on peut mettre un petit peu de garde de 24 heures sur 24 à la gare de Mons. Donc en fait ici... Donc fausse polémique là pour le coup. Alors vous me direz, moi j'ai l'habitude de rentrer tard. Notamment de prendre le train et notamment de prendre le train aussi parce que voilà, j'ai l'habitude d'aller aux quatre coins de la Belgique pour diverses activités tout à fait légales et illicites. Je vous remercie. C'est important de le préciser. Mais non, mais donc ça m'est déjà arrivé et c'est vrai que parfois c'est un peu surprenant, mais voilà, on se dit bon ben alors il faut simplement qu'il y ait un peu plus de lumière. Il y a une solution sinon. Tu envoies Jacqueline Galland pour faire une conciliation avec Jean-Marc Guéraille. On pourrait organiser la solution. 3 heures de fermeture. C'est un élu qui n'était pas content de faire 20 minutes à pied. Pourtant il était écolo, donc il devrait apprécier le petit détour. Mais voilà, ce sont 3 heures de fermeture. Bon, on s'est suffisamment acharné sur la gare de Mons pour pas en rajouter une couche sur celui-là. Vous avez bien fait de préciser les choses. Dans un instant, ça va vous faire plaisir. Carlos Vaquera est de retour, magicien, illusionniste, mentaliste. Il mélange toutes les casquettes, il est de retour sur scène. Il vient nous en parler juste après ça et c'est forcément dans 100% Belge. À tout de suite. Merci d'être là encore et toujours en direct sur LN24 et dans 100% Belge. Dans un instant, nous ouvrirons la grande affaire qui nous emmène à Mons où le bourgmestre Nicolas Martin pense à fermer la prison. 400 détenus qui pourraient se retrouver dans la nature ou pas. On vous dit tout sur ce dossier dans un instant. Bart de Wever était là aux fêtes de Wallonie ce week-end et il a même porté un pins wallon, avec le coq wallon, oui c'est pas une blague. En tant que Premier ministre, avait-il le droit de le faire ou pas? On tranchera ce dossier dans un instant, mais d'abord, on ouvre le consulat. Et dans le consulat ce soir, un visage qui a bercé notre jeunesse. Carlos Vaquera, on l'a connu, présentateur de Pour la Gloire. Cette émission de divertissement qu'on regardait en famille, qui a révélé des tas de talents. Et puis depuis des années et des années, on le connaît sur scène, magicien, illusionniste et mentaliste. Et croyez-le ou non, c'est à se demander si parfois il y a pas de... Ok, là c'est une carte rouge, c'est du cœur, c'est le 6 de cœur, c'est ça? Bonsoir Carlos Vaquera. Bonsoir Thibault. Merci d'être là. Vous venez peut-être de réaliser votre plus grand tour de magie. C'est-à-dire? Je m'explique. Vous avez mélangé 3 spectacles, au minimum 3 spectacles, Démons et merveilles, Imaginaire, l'apprentissage, pour en refaire un nouveau best-of, qui sera sur scène, avec lequel vous serez sur scène le 23 novembre au Centre culturel d'Oderghem, le 18 janvier à la sucrerie à Wavre. Question, ce spectacle best-of, c'était parce qu'il y avait une petite panne d'inspiration, parce que vous aviez un peu la flemme, ou alors parce que le public le demandait et le réclamait?
Eh bien, l'option 3 est la meilleure. En fait, je suis déjà à mon 4e seul en scène avec un spectacle de mentalisme qui s'appelle Rien. Et dans ce que je tente de transmettre aux spectateurs, c'est pas simplement un divertissement, mais un enseignement. Mais il y en a beaucoup qui me disaient, mais on n'a pas vu vos spectacles précédents. Alors, je me suis dit, il y a une demande. J'aime ce que je fais. J'ai déterré en fait les meilleurs morceaux de mes 3 premiers seuls en scène pour n'en faire qu'un seul. Et plus je le répète, plus je trouve qu'il est pas mal, ce spectacle. Alors, c'est pour ça qu'on a appelé ça le meilleur de Carlos. Oui. Avec une question qui nous ramène finalement à vos multiples casquettes. C'est qui en fait aujourd'hui Carlos Vaquera? Si vous deviez choisir un mot pour vous définir, c'est quoi? Magicien, illusionniste, mentaliste ou tout simplement artiste? Je ne me considère pas comme un artiste, plutôt comme un artisan, c'est-à-dire quelqu'un de passionné et un chercheur d'émotions. Donc mon trésor intérieur, c'est de prendre des choses pour les transmettre aux autres et pour faire du bien. Donc je suis quelqu'un qui tente, par mes conférences, mes livres, mes spectacles, mes formations, de faire du bien autour de moi. On aurait pu choisir un autre mot. Alors pardon, il n'est pas super français, mais on l'assume. Transmetteur, je ne sais pas si ça se dit. Tellement vous avez ce goût de la transmission. On vous voit là dans des écoles, avec ce souci de partager vos passions, vos tours de magie. On le voit aussi au travers d'un livre que vous allez, je crois, bientôt sortir, qui s'appelle Mani-Guidance. Il est sorti déjà. Il est déjà sorti, aux éditions La Miroir, si je ne dis pas de bêtises. Là aussi, il y a ce souci de la transmission, avec un élément supplémentaire. Vous avez envie de nous détecter, de nous aider à détecter qui ment et qui ne ment pas. Moi, je suis entre autres un expert sur le mensonge. C'est-à-dire, je sais quand les gens me mentent. Ouais. C'est comme ça. Alors, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir ce qu'on appelle le non-verbal. Le paraverbal, c'est un peu plus compliqué. Donc là, vous êtes capable, si je fais le test avec vous, de déterminer si je vous mens ou si je ne vous mens pas. Par exemple, j'ai passé, Carlos, une super journée. Une journée incroyable. Vous me croyez ou pas? Il faudrait que vous me donniez deux possibilités. Ouais. Alors, brièvement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, le mensonge, en fait, c'est très simple. Lorsque quelqu'un crée un mensonge, il va, en fait, le voir, le visualiser. Donc là, vous ne m'avez pas donné assez de données pour savoir, effectivement, si c'est le cas. Si vous m'aviez dit, par exemple, j'ai eu mal au ventre et malgré ça, j'ai passé une bonne journée, il y a quelque chose de personnel. Donc oui, ça, c'était certainement une réalité et ce n'était pas un mensonge. Mais là, en une seconde, c'est impossible. Sur base de ce que je vous dis là, il faut des éléments supplémentaires et puis il y a le verbal et le non-verbal dont vous parlez. Et le paraverbal aussi. Et le paraverbal, auquel vous faites référence d'ailleurs dans cet extrait. On refera le test à l'occasion et vous me direz avec certitude ou pas si je vous mens ou si je vous dis la vérité. En attendant, on voulait mettre en exergue ce soir un autre Carlos, le Carlos au grand cœur. On a été frappé de voir que, à de multiples occasions, vous prêtiez main forte à des causes qui vous tiennent à cœur. On pense notamment au refuge de la Belle Vie, pour laquelle vous vous êtes produit à plusieurs reprises. On vous voit d'ailleurs régulièrement avec votre chat. Oui. C'est quoi ça? C'est des causes qui vous touchent et vous dites je dois foncer, c'est mon devoir en tant qu'artiste, artisan, de participer à ça? Exactement. En fait, souvent ces associations n'ont pas d'argent. Et je me dis, si moi, je peux mettre mon talent à leur service pour récolter de l'argent et puis qu'ils aient un peu plus pour pouvoir nourrir les animaux, par exemple, oui. Et je suis un fanatique, effectivement, des félins. Et c'est une fidélité envers ce refuge que vous avez depuis des années et des années. Je crois que vous avez démarré l'aventure avec eux autour de 2020 ou même peut-être avant. Et en 2024 encore, vous vous produisiez pour eux. Et puis je voudrais qu'on parle quand même un peu de l'autre Carlos, le Carlos dont on est, je ne vais pas dire un peu nostalgique, mais quand même, ce Carlos de Pour la Gloire qu'on a vu. Je disais tout à l'heure en rigolant qu'il a bercé notre enfance, mais c'est certainement pas péjoratif. Je vous jure que vous faites partie de notre imaginaire collectif. Si demain, Jean-Paul Philippot, grand patron de la RTBF, vous appelle en disant « Carlos, on va fêter les 30 ans de l'émission en 2026. Est-ce que tu veux bien revenir ?» Vous lui dites oui ou pas? Je lui dis oui. Je lui dis oui parce que cette émission-là était un tremplin pour des artistes en devenir. Certains sont devenus des stars. Et à partir du moment où je peux, moi, en toute humilité, mettre en valeur, en lumière des gens, des talents, des artisans, je suis... Voilà. C'était The Voice avant l'heure, et c'était The Voice à la sauce belge. Alors, une anecdote, j'ai rencontré Niklos Aliagas qui m'a dit « Ah, bonjour Carlos », mais il ne m'avait jamais vu. Et donc, je me suis dit, il s'est inspiré de notre émission pour faire Star Academy, puisque Star Academy est venu après Pour la Gloire. Et Pour la Gloire a permis de révéler des tas de talents. En attendant, c'est vous qu'on va aller retrouver sur scène le 23 novembre à 17h au Centre culturel d'Oderghem. Et puis le 18 janvier 2026, ce sera à la Sucrerie à Wavre. Et alors, à 20h aussi, parce qu'on double la date. Vous doublez la mise.
remise au Centre culturel d'Auderghem. Exactement. C'est dire si vous nous disiez la vérité tout à l'heure en disant que le public vous réclamait. On en a la preuve. En attendant, on se quitte, Carlos, si vous le voulez bien, avec un souvenir de Pour la gloire. C'était Mélanie Cole. Elle nous a ensuite représenté à l'Eurovision et ces images, on ne s'en lasse pas. Avec au cœur de la remise des diplômes ce soir, forcément, notre Premier ministre Bart De Wever, qui était là, aux fêtes de Wallonie. Il a tout fait, absolument tout fait. Il a été voir les échasseurs, il a été boire du péquet, il a participé à toutes les festivités, il nous a même souhaité en wallon, bonne fête. Qu'est-ce que vous voulez dire au wallon aujourd'hui? Bonne fiesse di Wallonie. Ça, je dirais. Et on doit dire aussi cher wallon. Cher. Allez, on m'a dit qu'on doit le prononcer cher wallon. Avec toi, il faut faire attention quand tu dis cher wallon. Tu vois, je me méfie toujours. Que c'est cher. Allez. Un petit côté Gargamel, hein. Cher wallon, très cher wallon. En attendant, il y a une image qui a retenu l'attention de tout le monde, vous allez la découvrir. On voit Bart De Wever avec un pins, et pas n'importe quel pins, c'est le coq wallon qui est accroché à son costume. Je ne sais pas si on peut demander à la régie de mettre l'image au ralenti. Ouais, ce n'est pas une hallucination, il a bien le coq wallon sur lui. Je voudrais vous demander quand même, Katharina, est-ce qu'il a le droit, en tant que Premier ministre, de faire ça? Il ne doit pas être au-dessus de la mêlée et un peu neutre. C'est le comble, hein, de dire ça d'un nationaliste. Le saviez-vous, Thibaut? Le drapeau et les armoiries de la région wallonne, constitués donc d'un coq rouge sur fond jaune, sont officiellement établis par, je cite, un décret du 23 juillet 1998. Ça veut dire que c'est vraiment reconnu comme symbole. Et en fait, les ministres sont tout à fait libres de porter ce symbole. Alors, ce qui peut parfois prêter interprétation, c'est dans le cas contraire. Donc, si ici Bart De Wever était arrivé Wallo avec le symbole de la Flandre, à savoir un lion, ben là, forcément, je crois qu'on n'aurait pas tous été très, très ravis et ça aurait pu porter un message politique. Je crois qu'ici, en l'occurrence, le message, c'était plutôt un message de coopération, de bon enfant. Il ne va pas être d'accord, Stéphane. Mais non, mais il y a toujours même là-dessus, sur le coq wallon. Non, il y a sur un pin, Steph. Franchement, le geste si est sympa. vous m'invitez dans la bonne humeur, c'est pouvoir dire ce que j'ai sur le mettre cœur. de la mauvaise humeur. Mais non, pas du tout bonne humeur. Je peux regarder ici à la gente féminine qui est présente, Thibaut, Antonin. On est heureux, on est bien. Non, mais vous trouvez ça bizarre? S'il ne vient pas à la fête, on va dire, t'as vu, il s'en fout des Wallons, t'as pro-flamand. Et quand il vient, j'ai lu ce matin, qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il est venu? En gros, on n'est jamais content. On n'est jamais content, mais il est Premier ministre de la Belgique. Oui. Donc ça me semble normal qu'il vienne. Enfin, moi, il n'y a rien qui m'interpelle. Et si en plus, il a pour une fois la gentillesse de mettre un petit geste, un petit pince au wallon. Vous étiez heureuse, Carole, de voir le petit coq wallon sur la veste de De Wever? C'était quand même l'image la plus surprenante du week-end. Jamais on n'aurait pu imaginer ça. Surprenante, oui, heureuse. Bon, voilà, mais je trouve ça bien. Voilà, il a mis son petit coq. Non, mais imaginez, on lui propose le pin et il dit non. Oui, voilà. Alors là, scandale. C'est régionaliste, donc comme quand il veut pas chanter le chant national, quoi. Voilà. Et là, il l'a fait, il a mis son petit pince. Moi, je lui ai refait une boîte. Bonne fête à ces très chers wallons, pour reprendre la célèbre expression. Tiens, un autre visage qui va, à mon avis, vous faire réagir. Ce visage, c'est celui de Elke van den Brandt, qui est toujours, jusqu'à preuve du contraire, ministre de la mobilité bruxelloise. Certes, d'un gouvernement en affaires courantes, mais ministre de la mobilité quand même. C'était la journée sans voiture ce week-end. On a vu ces superbes images, des enfants très joyeux de sortir, des familles réunies au grand complet. Et voilà que certains proposent qu'on fasse plus de journées sans voiture. Elke van den Brandt en demande 4, mais semble-t-il, les Belges sont d'accord dans leur écrasante majorité. Et alors, interpellant, Carole, les femmes sont légèrement plus favorables que les hommes à l'augmentation de ces journées sans voiture. On note même que les personnes âgées se montrent un peu plus réticentes que les autres. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des villes, en dehors de Bruxelles, qui font plus qu'une journée sans voiture par an et qui montent peut-être même à 4?
Non. Personne? Non, j'ai regardé, voilà. j'ai regardé sur Internet, j'ai fouillé. Autant j'ai été surprise parce que je ne le savais pas qu'il y avait d'autres villes comme Spa, Ath, Bruges ou encore Anvers qui faisaient une journée sans voiture, mais une, il n'y en a pas plus. J'ai beau chercher, mais non. Pas à l'étranger, à rien. Non, pas de qui s'inspirer, quoi. En tout cas, je me suis inspirée de la Belgique. Je me suis dit, c'est 100% belge. Est-ce que je peux passer un petit pied à travers la frontière? Je n'ai pas osé, je vous avoue, Thibaut. Moi, je pensais qu'avec avec vos racines italiennes, Ah on oui, allait non. franchir C'est un bizarre petit peu la parce qu'on frontière. a Lotte Kopecky qui est une championne de vélo, elle aurait donné des vocations à toutes les femmes en Flandre de faire plusieurs journées. Quoi, Mais Steph, alors je parle maintenant Il y à avait beaucoup de un voitures, after. cette année, Vous êtes devenu un after multimodal, vous prenez la voiture, le train, le métro, tout ça. Depuis le Sincèrement- Covid, j'ai changé de vie. Ouais, mais sincèrement, une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées sans voiture, vous seriez pour vous ou contre? Complètement. Quand vous voyez la Scandinavie, parce que effectivement, par exemple chez les Danois, on en fait régulièrement. Le problème, c'est que c'est dans leur culture. Aux Pays-Bas, vous allez à Alkmaar, dans n'importe quelle ville, ils roulent en vélo. C'est parce que nous, on a l'impression tout le temps qu'on doit diriger les gens. On peut faire du vélo tous les jours. Mais effectivement, moi, ça me poserait aucun problème d'installer même périodiquement, j'irai tous les 3 mois. Non, mais le seul problème, c'est que plus on en fait, plus on acceptera de voitures. Et franchement, cette année, moi, ça m'a un peu interpellée de voir autant de voitures à Bruxelles pour une journée sans voiture. Il y en avait beaucoup. Et puis tout d'un coup, on se dit c'est encore plus dangereux parce qu'on s'attend à ce qu'il n'y ait aucune voiture. Ah ouais, là, Tout d'un t'en vois coup, une. Ah, il y a un truc que je comprends pas avec Katharina. On sait que vous êtes pro-vélo, mais même sur la journée sans voiture, vous arrivez à trouver un petit bémol. Oh, je suis la seule qui ne trouve jamais de bémol. Je dis toujours qu'il faut être Et heureux. comment ça de se la fait vie. qu'il y avait autant d'exceptions là Moi, j'ai un petit bémol. J'ai un pas petit creusé. bémol, un gros bémol à vous proposer. Ce gros bémol s'appelle Philippe de Winter. Philippe de Winter, vous le connaissez, c'est l'un des visages emblématiques du Vlaams Belang et avant ça du Vlaams Blok. Là, on est vraiment, pour le coup, chez les ultranationalistes et chez l'extrême droite flamande, sans aucun doute. Et voilà ce qu'on a découvert. Philippe de Winter a le droit de porter une arme. On a même vu ces images hallucinantes où, regardez bien, si vous fixez Philippe de Winter et le dos de Philippe de Winter, vous voyez une arme calée dans sa poche arrière. Et il paraît, Antonin, qu'il a le droit d'en porter une. Question très simple, est-ce qu'il y a d'autres personnalités politiques en Belgique qui ont comme ça le droit d'un port d'armes? Alors avant de répondre à cette question, je voudrais quand même voir autour de la table, est-ce que vous avez une arme? Je veux que vous prouviez tous que vous n'avez pas d'arme. Tout va bien. Parce que moi j'ai des doutes. Ah, mais moi, je suis sidéré de ce Ouais, c'est assez- C'est incroyable. Alors, effectivement, il y a tout d'abord, il y a une différence entre permis de détention d'armes et permis de port d'armes. Vous, moi, Thibaut, tout le monde peut avoir un permis de détention d'armes. C'est-à-dire que si vous avez une analyse psychologique qui est validée, vous pouvez faire du tir sportif. C'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir une arme chez vous, dans un coffre, que vous déplacez jusqu'au stand de tir dans une mallette fermée. Vous ne pouvez pas aller chercher Avec vos un enfants à cadenas, l'école. tout Non, ce il faut qu'il bien un chemin très Et précis. qui va vérifier ça si vous n'allez pas aux toilettes? Ah bah ça, avec c'est votre- si vous vous faites arrêter sans avoir respecté ces règles, ça peut être très 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 douloureux. Mais bref, et il y a certaines personnes, pour répondre à votre question, qui peuvent avoir un port d'armes. Ce serait le cas de Philippe de Winter. En tout cas, c'est ce qu'il assume. Dans ce cas-là, il faut que la gouverneure ou la gouverneuse provinciale valide ce port d'armes. On serait une quinzaine de personnes en Belgique qui aient ce port d'armes. Il faudra vérifier si Philippe de Winter dit la vérité, évidemment. Alors, pour avoir le port d'armes, il faut être menacé concrètement, avec des menaces sérieuses. Et donc, dans ce cas-là, ça doit être validé, évidemment. Et c'est renouvelé tous les 3 ans avec un suivi psychologique, etc. Et alors, pour répondre encore une dernière fois à votre question, il n'y a pas de liste de personnalités qui ont ce port d'armes. Une quinzaine potentiellement. Pourquoi il n'y a pas de liste? Parce que c'est des gens potentiellement menacés. Donc, il ne faut pas évidemment préciser Antonin, ces gens-là. juste avant de donner la parole à Alors, Steph. est-ce que Philippe de Winter est menacé suffisamment? Ça, c'est une autre question. Mais rappelons vous quand même parlez que de personnes la plus menacées. grande Et avant d'entendre la sécurité, c'est réaction de peut-être avoir Steph, un garde du corps. on sait que Georges-Louis Boucher est menacé. On a même dû augmenter le niveau de en a sécurité 4. autour de lui depuis très longtemps. Est-ce que Georges-Louis Boucher pourrait demander le port d'une arme en disant écoutez, pour ma sécurité, j'en ai besoin? Non, mais c'est intelligent. franchement, ce que vous pour dites. sa sécurité, oui. Il pourrait? Pour Non, sa mais c'est sécurité, il pourrait peut-être si les menaces sont sérieuses, parce qu'après, forcément, on va pas attendre qu'il mais fasse une imaginez embrécose, dans qu'il ait quel- une balle, et forcément. Mais est-ce que la meilleure sécurité pour un homme politique, malgré toutes ces menaces et autres, ce soit d'avoir son arme portée comme ça, en plus à l'arrière? Je sais pas. Mais Mais on vous imaginez dira dans quel ce que ça monde on coûte vit. moins cher. Ah, mais attendez, ça ce fait sera des plus, années. ce sera plus intéressant. Et Ça ce sera fait peut-être même moins cher. des années qu'aux États-Unis, c'est un combat où le port d'armes fait des morts, fait des choses graves. Des enfants ont tué d'autres enfants. Et l'exemple d'en venir des adultes. Et ici, dans notre petit pays, on est en train de nous dire que comme ce monsieur, qui est un politicien certainement extrême, lui, on lui donne l'occasion de se balader. Et on n'est pas au Far West. Hein. Surtout que On là, est en elle est Belgique. dans son dos, Et Georges-Louis comme Boucher ça. qui a peut-être des menaces. Et tous les autres ne doivent pas porter d'armes. Hein. Mais non, bien sûr. non, mais on Surtout marche sur s'il la se fait tête, agresser. quoi. Imaginons, il se fait agresser.
Parce qu'il n'a pas la formation comme un policier ou un militaire. Il se fait agresser, son arme, là, on voit bien qu'il bouge sa veste, son arme, il la perd ou il se la fait choper dans le dos. Et ben, il ne peut rien faire. Hein. Je veux dire, il aura beau être maître de certains arts martiaux, ça m'étonnerait. Donc je pense que le mieux pour ça, c'est de ne pas autoriser ce genre de port d'armes et faire très attention. On attend quand même le fin mot de cette histoire. On attend le fin mot de cette histoire pour savoir s'il avait vraiment l'autorisation ou pas. Dans un instant, on va parler de la grande affaire. Figurez-vous que Nicolas Martin, le bourgmestre de Mons, envisage très sérieusement de fermer la prison. Oui, mais que vont devenir les 400 détenus à Mons? On en parle dans un instant et surtout, on tranche le dossier. À tout de suite, c'est dans 100% belge. Je vends des cornichons. Je l'ai dit! Enlève la chaise à papy tout de suite! Allons enfants de la patrie. Dans un instant, l'info de dernière minute. Et caramba, c'est encore raté pour le gouvernement bruxellois. Mais avant ça, on ouvre la grande affaire. Une grande affaire qui nous emmène au cœur de nos prisons belges. On a beaucoup parlé de l'état de nos prisons. Et forcément, du côté de Mons, on s'inquiète aussi avec le bourgmestre Nicolas Martin, qui a fait une sortie particulièrement virulente dans la presse aujourd'hui. Voilà ce que dit Nicolas Martin. On en vient à ses propos. J'ai parlé avec la ministre de la Justice. Je lui ai dit que si rien n'était fait pour améliorer l'état du bâtiment, les conditions de travail du personnel qui pour l'instant sont épouvantables, je finirais par la faire fermer pour insalubrité. Un bourgmestre a-t-il le droit de fermer une prison? On fait d'abord le point sur ce dossier avec Alexandre Gérard. Fermer la prison de Mons, une idée qui n'est pas neuve dans l'esprit du bourgmestre de la ville. En 2022, Nicolas Martin évoquait déjà cette mesure. Le motif, l'insalubrité qui règne dans la prison. La prison de Mons ne fait pas partie des projets qui sont sur la table à court terme. Mais la prison ne tiendra pas plus de 10-15 ans comme ça. Il y a des punaises de lit, des rats. C'est une catastrophe. La ministre de la Justice, Annelies Verlinden, compte créer 2000 places dans les prisons d'ici 2030. Budget, minimum 55 millions d'euros, avec notamment l'ouverture d'une nouvelle prison à Vresse-sur-Semois. Mais dans sa note, le cas de Mons n'est pas évoqué et pourtant le problème de surpopulation carcérale est bien là et l'état du bâtiment inquiète certains syndicats. On n'est pas le seul établissement, mais Mons fait partie de ces prisons qui tombent en ruine. Et tous les jours, on récupère des personnes qui doivent normalement être détenues à Bruxelles. Vu que la prison de Haaren ne peut plus les recevoir, on les envoie ici. D'autres bourgmestres ont déjà mis la pression sur l'État belge concernant l'insalubrité des prisons. C'est le cas à Oui. En février 2024, Éric Dezogne, bourgmestre faisant fonction, avait demandé des travaux urgents. Sinon, il ordonnerait la fermeture de la prison. Le Conseil d'État lui a donné raison. Les travaux ont pu commencer. Ça pourrait donner envie à Nicolas Martin d'aller plus loin dans la procédure. Et on vous rassure tout de suite, le bourgmestre de Mons n'est pas le seul à se plaindre. Vous l'avez entendu, ah oui, on a aussi râlé sec sur l'état de la prison. On rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu un incendie au cœur de la prison de Lantin. Et là aussi, le personnel était furax et on les comprend. Il a raison, Nicolas Martin, de penser à la fermeture de la prison, Katharina? Moi, j'ai envie de vous poser la question, qui aurait envie d'habiter ou de travailler dans un logement insalubre? Et en fait, si vous regardez la loi belge, c'est très simple. En tant qu'employé, vous pouvez vous retirer à partir du moment où vous avez signalé à votre employeur que vous ne travaillez pas dans ce genre de conditions, que le logement dans lequel vous travaillez est insalubre. L'employeur est contraint d'agir, en réalité, et s'il ne le fait pas, vous pouvez vous retirer sans sanction. Donc j'ai envie de vous dire, fermer la prison, oui ou non, enfin... À partir du moment où vous n'avez plus d'employés et vous n'avez plus de personnel, quoi qu'il arrive, votre prison, elle servira. Il débranche la prise. Vous avez fait référence à des économies. Pourquoi des économies dans ce dossier? Parce que le problème, en fait, c'est que Nicolas Martin, et je pense qu'il fait son travail de bourgmestre, il se dit si à un moment on doit mettre quelque chose dans un système qui fonctionne et que c'est le bordel total parce que c'est insalubre, ça va coûter de l'argent. Lui, ça lui a déjà coûté assez cher. C'est quand même une gare, on ne va pas y revenir, qui a coûté très cher. Le pauvre y est pour rien. C'est non seulement malheureux, il vient d'arriver bourgmestre. Et je connais quand même dans une situation où on parle de tous les jours, de protéger les citoyens. Vous avez vu en France qu'on a fait des prisons spéciales pour les détenus jugés de haute sécurité. De haute sécurité. Et nous, on a des prisons dans cet état-là, alors que tous les jours, il y a des agressions. On tire à la Kalachnikov dans les rues de Bruxelles. Moi, je pense que M. Martin, il met un coup de pression pour dire il faut nous donner les moyens de la réparer. Je ne pense pas qu'il veut, au fond de lui-même, la fermer. C'est pas un fou, hein. Il sait très bien qu'elle doit exister. C'est un petit coup de pression. C'est pour pousser la ministre à évidemment bouger en tout cas, et améliorer les choses. Mon regard, c'est comme ça que vous le percevez. Vous, au passage, ça coûte des sous, hein, c'est pour faire
des travaux. Hein. Évidemment, et c'est le fédéral qui va payer là. C'est pas la ville de Mons qui, vous le savez, n'a pas l'argent sur ce dossier-là. Carole, c'est quoi votre regard là-dessus? Il a raison de mettre un petit coup de pression comme ça sur la ministre? Tout à fait. Le bourgmestre, il a raison. Il doit veiller sur le bien-être de ses habitants. La prison étant sur Mons, il fait attention, il veille à ses habitants. Comme l'a dit Katharina, est-ce que vous auriez, vous, envie de vivre dans un logement insalubre? Je ne crois pas. Je pense que l'État, il est temps qu'il se bouge et qu'il prenne leurs responsabilités et qu'il prenne soin des bâtiments et qu'il prenne en charge les bâtiments sur lesquels ils sont responsables. Sans faire l'idiot, mais est-ce qu'on sait pourquoi, parce que Thibault l'a dit, il y a d'autres prisons dans le même état, pourquoi c'est cette situation-là? C'est là, échappe au radar, oui. Pourquoi c'est cette situation-là? C'est pas la seule, hein. On pourrait citer Tournai, on pourrait citer... non, mais pourquoi? Oui, il y en a des tas On est quand d'autres. même dans une société. Saint-Gilles, n'en parlons même pas, qui devait fermer. En France, on fabrique des nouvelles, nous autres, on est en train de laisser pourrir les nouvelles. Maintenant, on réfléchit, on les envoie au Kosovo. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je pose une question, est-ce que ça ne relève pas de... Voilà, est-ce que ça ne relève pas aussi de la stigmatisation générale qu'on tient et dans le discours qu'on tient à l'encontre des prisons? Et dans le discours public, effectivement, politiquement, est-ce que ça passe de dire « Oh, nos pauvres petits prisonniers, on n'a pas vraiment envie qu'ils rencontrent des rats, etc. » Il y a toujours un peu ce discours. Bien sûr. En gros, ce que vous voulez dire, Katharina... Mais c'est particulier comme sujet. Et je trouve ça déplorable. J'essaye de comprendre, Katharina, avant de donner la parole à Antonin. Ce que vous voulez dire, c'est que ça n'a jamais été porteur politiquement de dire on investit, on va faire des super belles prisons avec des super conditions de détention. On sait que ça ne rapporte pas une voix. C'est ça le message. En tout cas, de l'observation qu'on en fait, on peut constater qu'effectivement, les prisons ne suscitent pas beaucoup d'émotions. Avant de laisser la parole à Antonin, d'un regard global, dont on en parlait tout à l'heure avec Mme Galland, avec le sport, dans plein de sujets en Belgique, moi, ça m'énerve. Tu as toujours l'impression que les politiques, ils disent, de toute façon, on est sur une période limitée et on va surtout pas se mouiller d'aller mettre son nez dans des dossiers foireux parce que on va devenir impopulaire et c'est comme ça. Et alors, finalement, il y a des élections dans 2, 3, 4 ans et on ne veut pas se fâcher. Mais c'est quand même très flagrant dans beaucoup de dossiers. Parce que là, c'est très clair. J'ai quand même l'impression que personne ne veut mettre son nez dedans. Hein. Tout le monde doit se serrer la ceinture. Évidemment, pour vendre politiquement, ça, c'est quand même problématique. Mais voilà, le problème, c'est que c'est indécent quand même de laisser des gens dans ces conditions. Alors, c'est pas des anges, il ne faut pas dire qu'ils vont être dorlotés. Il y a du personnel aussi. Mais il y a aussi le personnel, mais il y a aussi les gens, forcément, les prisonniers. S'ils sont dans des conditions comme ça va aller qu'en s'empirant. Et c'est ça le danger derrière, hein, c'est qu'on va pas réintégrer ces personnes. Si on les laisse en fait pourrir comme ça va être comme un cancer qui se développe encore plus. Et donc c'est pas un bon calcul. Donc quand vous dites, Antonin, c'est indécent, mais ça cache d'autres dangers. Vous voulez dire qu'en fait, le peu d'investissement qu'on fait dans la prison, on va le payer plus tard. On va le payer plus tard, parce que les gens vont se débrouiller entre eux, ils vont se trouver des magouilles. S'il y a moins de personnel qui veut travailler là-dedans, ça va être encore pire, et ça va devenir un chancre, hein, comme on dit, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va se dégrader, et ça va être encore plus cher plus tard. C'est juste que politiquement, il faut du courage pour prendre ce problème. Franchement, Nicolas Martin, il aura passé une bonne soirée. On aura été gentil avec la gare de Mons ce soir, et on aura été gentil avec son idée de fermer la prison. Lui, il fait son job de bourgmestre, hein, quelle que soit l'obédience politique, il a raison de stigmatiser sur ça, et il y a les droits de l'homme, ça existe, quelle que soit la qualité des êtres, on ne laisse pas les gens dans des conditions comme ça. Alors, à propos de politique, on va faire un tour à Bruxelles. Pourquoi? Parce que ça bouge, ou ça bouge pas assez, c'est l'info de dernière minute. Ils devaient se réunir aujourd'hui, apparemment pas pour former un gouvernement bruxellois, mais pour avoir un budget, se mettre d'accord sur un budget. Figurez-vous qu'il y a un parti qui n'était pas autour de la table, c'est le CDNV. On se demande pourquoi le CDNV a boudé les négociations. On se tourne apparemment vers David Leister et vers le MR en disant « Vous savez nous expliquer pourquoi le CDNV n'était pas là ?» On va avoir un gouvernement pour quand? Quelqu'un a une idée? Parce que là, si même sur le budget, Antonin, vous suivez ça, on n'arrive pas à se mettre d'accord. La Saint-Nicolas. Saint-Nicolas? Je vote pour la Saint-Nicolas. C'est Carlos Vaquera qui vous l'a dit à la sortie du studio. Exactement, il m'a fait un tour de magie et j'ai pas. C'est pathétique, hein, quelle image. On peut rappeler Carlos pour lui demander s'il n'a pas des infos, si c'est pas lire dans les esprits. Là, on rigole, on fait les clowns parce qu'en fait, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Vous allez me dire, mais quelle image on donne, quoi. Les gens ont été votés, hein, les citoyens. On leur a demandé un avis. Ils sont allés aux urnes, hein, quel que soit le parti qu'ils ont voté. Et là, on a une bande de leaders qui n'arrivent pas à s'entendre parce que moi, j'aime pas lui, j'aime pas l'autre, j'aime pas l'autre. Ouais, mais ça fait pas très sérieux. Après, on s'étonne qu'on se fout de nous. 1 million d'habitants. C'est quand même embêtant. Je sais pas ce qu'on peut encore dire, Katharina. Parce que là, on n'en était même plus à former un gouvernement. On voulait juste faire un budget, un foutu budget. Oui, sachant que les Flamands, vous l'avez vu, effectivement, cette nuit, ont réussi à trouver un accord sur le budget. Donc c'est vrai qu'on se réveille ce matin avec cette nouvelle. Le gouvernement flamand a voté son budget, voilà. Le ministre-président. Non, bien sûr. Le ministre-président a pu tenir sa fameuse déclaration de septembre à 14h, puis 14h30, 30 minutes plus tard. Mesdames, messieurs, bonsoir. Non, toujours pas. Bon, on repassera. Voilà, bon, c'est cocasse. Carole, vous n'avez pas des contacts en Italie? Un peu de famille qui peut nous accueillir là-bas? Pour l'hospitalité, on va va pas rester dans un
pays où il n'y a pas de gouvernement pendant Parfait, un on an va et faire demi. de l'huile d'olive et du vin alors. Bah, avec c'est ça plaisir. Si Allez, vous avez Vous des êtes bruxellois, il y a des gens bruxellois ici. Il y a quelques bruxellois, pas que des Oui, mais bruxellois. il y a des bruxellois. Vous avez été voté, je me répète. T'as quand même l'impression d'être cocufié, quoi. Tu dis, nous, on se positionne, quel que soit le parti, pour que derrière, on puisse avoir une politique qui reflète un peu mes idées, puis pour finir, il n'y a rien. C'est le bordel sans nom. Il y a donc officiellement, d'après Stéphane, 1 million de cocus au moins dans ce pays. C'est le chiffre qu'on pouvait vous donner ce soir en exclusivité. On ne voulait pas terminer cette émission sans rendre hommage à quelqu'un qui a fait partie de cette aventure LN24, qui était régulièrement autour de cette table. C'est Yvan de Beaufort, que vous avez croisé sur le plateau de Bonsoir chez vous, parfois de Bonsoir le débat et d'autres émissions. Il a malheureusement perdu la vie aujourd'hui. On adresse nos sincères pensées à sa famille, à tous ses proches et à tous ceux qui lui étaient chers du fond du cœur. En attendant, nous on se retrouve demain, même heure, même endroit. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Cyril Ferraud et tout le monde veut prendre sa place. Et puis on se retrouve avec 100% Belge Express à 20h, avant une femme d'honneur à 20h10, en présence de l'inévitable Corinne Touzet. On vous souhaite une belle soirée sur LN24. À demain, salut.